Audi Actu. Audi Actu, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Et nous sommes bien évidemment le vendredi 19 juillet 2024. Notre invité, c'est un acteur politique connu. Il s'agit de monsieur Jean-Joël Kissi. Il est également conseiller municipal dans le Golfe 5. Alors, monsieur Kissi, encore une fois, bonjour. Rebonjour. Oui, vous n'avez pas l'air content puisque la tristesse se lit dans votre visage parce que vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé, vous l'avez aimé aussi. Il s'agit du docteur James Amaglo qui n'est plus. Oui, nous avons perdu non seulement monsieur James Amaglo, mais il se fait que nous les fidèles d'Agbouibor, nous avons perdu en ce moment et que nous n'avons pas encore enterré, c'est-à-dire qu'ils sont encore sur le lit de mort, 3 grandes personnalités. Il y a le docteur James Amaglo qui est décédé brutalement, on dit d'une maladie que nous évoquons et dont les Togolais doutent comme un peu la Covid, donc ce qui nous met dans un état, je ne sais quoi dire. Et le même jour que James Amaglo, nous avons appris la mort de monsieur Clousset Sotomeli. C'est le fameux chansonneur qui a commencé le processus démocratique avec nous et qui chante à tous les meetings de l'opposition, voilà, le même jour. Et je crois 2 ou 3 jours après, nous avons perdu le doyen leader du CAR dans le Vaud, monsieur le professeur de physique René Agbebavi Bolouvi, très connu, et qui est moi dans le Vaud, en fait, mon parrain, politique un peu. Et c'est vrai que ces 3 personnes sont sur leur lit aujourd'hui, aucun n'est encore enterré, quoi. Donc c'est des événements, et ça, tout ça, c'est les leaders du canal historique du CAR des fidèles d'Agbouibor. Voilà, même si certains sont dans d'autres partis aujourd'hui, voilà, c'est notre origine. Ouais. Que la terre leur soit légère. Tout à fait, tout à fait. Que le Seigneur et les mains de nos ancêtres leur dressent le chemin vers la paix éternelle. Voilà. Alors, monsieur Kissi, on ne va pas passer par 4 chemins. Madame Patricia Scotland était à Lomé il y a quelques jours. Elle a eu à rencontrer le président de la République, elle a rencontré madame le Premier ministre, elle a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Elle ne s'est pas arrêtée sur ces acteurs, mais elle a élargi ou bien étendu ces rencontres à vous qui êtes de la classe politique de l'opposition. Vous-même, vous étiez de la délégation du Fonds citoyen, du Fonds Touche pas à ma constitution, avec Nathaniel Olympio. D'abord, est-ce que c'est elle qui vous a invité ou bien c'est vous qui avez sollicité à la rencontrer? Je crois qu'il y a eu un contact entre le Front Touche pas à ma constitution et la dame, et notamment un contact aussi de la DMP vers la dame, parce que nous avions appris lorsque la délégation est arrivée qu'il a été prévu que la délégation rencontre d'opposition. C'est dans leur démarche. Mais jusqu'au jour de leur arrivée, on n'a rien eu en ce sens-là. En fait, on avait compris après que l'opposition, c'est l'opposition proposée par le pouvoir, notamment ceux qui vont au CP. C'est comment vous appelez encore CPC. Le truc de machin, ouais, CPC. Cadre permanent de concertation. C'est toi qui connais. Non, mais c'est ça la définition. Vous aussi, c'est ça la définition. Oui. Ah, d'accord, j'ai oublié. Et voilà, il s'est fait que, compte tenu des conditions que nous connaissons, nous avons appris que les FDR qui ont refusé de siéger à l'Assemblée et l'ANC qui participe au CAC ne vont pas y aller. Alors, qui va porter les voix de l'opposition là-bas? Il restait là dit. Et nous avons eu la chance par des contacts que la dame a compris que il y a une frange de l'opposition, une partie de l'opposition à rencontrer, et les choses se sont organisées et nous l'avons rencontré. Nous l'avons rencontré à quelques minutes de leur départ, Et puis la rencontre a été prévue pour bien discuter, mais il s'est fait que avant que nous puissions le rencontrer, on a fait partie de la délégation à Cara pour rencontrer le chef de l'État.
comme on le faisait du temps de du président Yassingbe et Adema. Donc, ils sont revenus de Kara très en retard et on a eu que quelques minutes pour discuter avec eux. Mais c'est ça le Togo, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais de quoi avez-vous échangé? Non, en fait, nous leur avons présenté la situation togolaise. On n'a pas eu assez de temps pour vraiment bien présenter les choses, notamment les 2 derniers éléments qui ont envenimé la situation politique togolaise, notamment le coup de force constitutionnel de mars, qui donne ce qu'eux-mêmes ils appellent leur 5e République, et le coup de force électoral du 29 avril que nous connaissons tous. Nous avons exposé la situation, ainsi que la situation économique togolaise. Voilà un peu ce que nous avons présenté à la délégation. Alors, oui, allez-y. Alors, nous avons été un peu déçus et un peu amers, mais ça devient une mission que nous avons à faire. Parce que la délégation nous a dit qu'elle n'a pas observé les élections. Donc, pour qu'elle puisse observer les élections, il faut que le Togo les sollicite. Et solliciter le Commonwealth. Eux-mêmes, ils ne tombent pas, leurs pieds veulent organiser des élections. Donc, ils n'ont pas pu organiser des élections. Donc, sur les élections, ils sont obligés de suivre l'avis d'autres organisations qui ont observé, puisque eux-mêmes ne sont pas présents. Et alors, ils ont constaté, ils ont suivi, l'avis de la CEDEAO. Et vous savez ce que la CEDEAO a dit. La CEDEAO a dit que les élections se sont bien passées, malgré ce que tous les Togolais connaissent. Voilà comment cette CEDEAO-là continue de plomber la situation des Togolais. Ça, c'était le premier élément. Et que sur la Constitution, le son qui vient du côté du pouvoir, c'est que ça a été adopté et que le dialogue continue. Bon, comment le dialogue continue? La chose a été déjà votée. Le débat devait avoir lieu avant que cela ne soit voté. Alors les organisations internationales qui viennent, ils leur disent que le dialogue continue. Alors que la chose a été déjà votée. Bon, alors je ne sais pas à quel sens ils donnent au dialogue continu, si c'est un bluff. Voilà un peu. Oui, mais au-delà de la constitution, la nouvelle constitution avec toutes ses conséquences, disons, tout ce qui l'entoure, vous avez évoqué la situation des réfugiés politiques. Tout à fait. Vous avez évoqué les prisonniers politiques. Tout à fait. Et donc, Madame Adjamagbo, la dernière fois, estimait quand même qu'ils ont espoir que la délégation du Commonwealth les a compris. Oui, nous considérons qu'ils nous ont compris. Mais maintenant, nous connaissons comment ça se passe dans la communauté internationale. Et nous avons l'impression, et tous les Togolais ont l'impression que la communauté internationale a baissé les bras. Surtout le groupe des 5 qui est ici. On a l'impression que ça ne concerne plus la situation togolaise. Et c'est vrai qu'ils ont pris note de ce que nous avons dit, mais qu'est-ce qui va en suivre? Naturellement, Madame Adjamagbo a insisté sur le problème des réfugiés, des prisonniers qui sont là depuis l'événement de la C14, depuis, comment l'appelle-t-on, le Tigre Révolution. Elle a évoqué tout ça et Nathaniel Olympio a appuyé. Ils ont dit avoir compris. Et nous avons l'impression que chez eux, le Commonwealth a ses règles, a ses valeurs. Vous venez, vous dites que vous voulez venir. Vous êtes un pays francophone. On vous accepte. Mais on vous suit pour voir si vous observez les valeurs. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Togo. Et ils sont venus par exemple et on leur a présenté un groupe de femmes unies pour dire que c'est un groupe de femmes intellectuelles et voilà, ils ont donné une appellation. Ou peut-être les femmes. On savait qu'il y avait les femmes. Puis il y a un autre groupe. Peut-être vous allez suivre l'élément. Il faut fouiller sur les télés. Vous allez suivre l'élément et toutes les femmes unir, les femmes ministres avec Madame Dogbé à sa tête. On dit que c'est un groupe de femmes intellectuelles, etc. Bon, on les a rencontrés. Au niveau de votre délégation, on a eu de la société civile également. Maître Abogan était là avec vous. Oui, mais dans notre délégation, la société civile en lutte. Voilà. Mais on ne va pas présenter un groupe des familles n'ont qu'à avoir le courage que c'est les femmes unies. Au lieu de les présenter comme c'est en fait toutes les femmes intellectuelles togolaises, etc. qui, voilà, quoi, un truc neutre qui rassemble tout le monde. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que il nous revient à nous
que le Commonwealth est à nouveau dans dans l'approche sur la situation togolaise, de leur présenter aujourd'hui les cas au cas par cas de ce qui se passe au Togo et qui gangrène la vie politique togolaise, qui gangrène la vie économique togolaise, les affaires de corruption, etc. Tout ça, il revient à nous maintenant de présenter à ces gens-là et qu'on sache que autrement dit, les Togolais vous avez pris pas des contacts pour pouvoir aller là-bas en Grande-Bretagne pour rencontrer la secrétaire générale. Ils sont ouverts, ils nous ont donné tous les contacts qu'il faut. Ils ont dit si les gens sont de passage, ils peuvent solliciter. Oui, mais sur les images, on vous a aperçu la dernière fois regardant fixement Madame Patricia Scotland et l'écouter avec une attention très très particulière. Pourquoi? Oui, mais pourquoi on devait fixer? Non, ce qu'il faut comprendre lors de l'entretien, les images trompent souvent, c'est que tout l'entretien s'est passé en anglais. Alors, comme on n'est pas des anglophones, nous qui avons appris un peu d'anglais à l'école, il faut rester très attentif pour pouvoir comprendre et percevoir exactement ce qui a été dit. C'est ça qui marque le regard très attentif d'élèves que vous avez vu sur la photo. Mais en tout cas, le pays devient, quoi qu'on dise aujourd'hui, un pays qui tend à devenir un pays anglophone, si on peut le dire ainsi. Mais finalement, nous devons revisiter ou dépoussiérer nos vieux cahiers d'anglais. On ne sait pas les intentions qu'ils ont. Alors, monsieur Kissi, vous faites partie de ce groupe Front Citoyen, Front touche pas à ma constitution. Alors, la constitution, vous dites qu'on ne doit pas la toucher. Oui. Mais nous sommes déjà dans la 5e constitution, selon le gouvernement. Et ils ont dit, même l'Assemblée nationale qui est là, c'est donc une preuve de la mise en œuvre de la 5e, de la constitution de la 5e République. Est-ce que votre mouvement a encore sa raison d'être? C'est une question que je vous pose, à vous maintenant de nous convaincre. L'Assemblée nationale là est une preuve de l'installation de la 5e République. L'Assemblée nationale a été élue sous la 5e République. À vous de nous... Voilà les imbroglios politiques que nous connaissons au Togo. Non, c'est-à-dire que, en réalité, je crois qu'il faut prendre un simple exemple. Dans les pays où il y a eu coup d'État, qu'est-ce que la communauté internationale a dit? Ils disent halte au coup d'État et retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas ça? C'est ça qu'ils disent, non? Donc, même quand le coup d'État s'est passé et que ceux qui ont fait le coup d'État sont assis au pouvoir, on leur dit arrêtez ça et retournez à l'ordre constitutionnel. Donc c'est la même chose partout. Touche pas à ma constitution vaut encore le coup du fait que nous n'acceptons pas le coup de force constitutionnel et que nous demandons un retour à l'ordre constitutionnel. Comment pourrons-nous demander un retour à l'ordre constitutionnel si nous acceptons le coup d'État? Voilà. Et puis, il ne faut pas donner l'impression, et j'ai l'impression, on est assis bonnement, à regarder, à banaliser. Est-ce que s'il y avait un coup d'État militaire, nous serons dans le même état d'esprit? Alors, un coup d'État électoral est autant pire qu'un coup d'État constitutionnel et autant pire qu'un coup d'État militaire. Mais la communauté internationale ne voit pas les choses telles que vous la décrivez. Quelle communauté internationale? La France a dit de clarifier la situation. Mais c'est la CEDEAO que vous appelez la communauté internationale? La CEDEAO a dit qu'il prend note. Le groupe des 5 par exemple? On ne sait même pas. Le groupe des 5 n'a pas encore dit que cette constitution, la façon dont ça a été faite est bonne. Il n'y a pas encore eu de communiqué. On les a appelés, on leur a expliqué. Alors, jusqu'à présent... Vous les avez rencontrés? Non, non, c'est ce que je dis, que pour le moment, on a l'impression que le groupe des 5 qui est ici est passif. Il n'est plus actif comme avant et que ils sont un peu fatigués de la question togolaise, je sais pas. Mais à chaque coup où il y a eu des élections, ils nous encouragent à aller depuis des années, les élections frauduleuses pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Et clopin, nous acceptons, nous y allons. Mais il y a les problèmes et ils ne s'y mêlent pas. Ils ne se prononcent pas. Alors que dans leur doctrine, dans la doctrine des relations internationales, on dit entre amis, il faut se dire la vérité. Ça, c'est une doctrine inébranlable dans les relations internationales. Donc voilà un peu ce qui se passe, mais nous, les Togolais doivent continuer. Mais aujourd'hui, dans quelle situation sommes-nous? Pour le gouvernement, nous sommes dans une phase transitoire pour aller, et donc d'ici au plus tard le 5 mai 2025 à l'élection d'un président de la République et de la désignation du président du Conseil. Mais
Sommes-nous vraiment dans une phase transitoire? Ce qui se passe au Togo aujourd'hui est un monstre constitutionnel. C'est un monstre constitutionnel inconnu et inexplicable et nulle part ailleurs. Vous savez, quand vous prenez notre constitution, la vraie, il y a des dispositions transitoires, c'est-à-dire que celle-là qu'on a fait, et il y a des dispositions transitoires. Les dispositions transitoires comportent 3-4 articles. Et vous allez voir les éléments qui sont concernés par les dispositions transitoires. Généralement, les constitutions sont comme ça. Mais quand vous voyez leur constitution, qu'ils appellent 5e République, dans les dispositions transitoires, vous voyez les dispositions transitoires sont très longues. Comme si c'est encore une constitution d'une période exceptionnelle. Vous savez, quand les gens font des coups d'État, ils mettent souvent des systèmes, ce n'est pas une constitution, mais on appelle ça période exceptionnelle. Où les règles qui gouvernent sont des périodes exceptionnelles. Mais quand vous voyez leur constitution, vous avez l'impression que les dispositions transitoires qu'ils ont mises, c'est comme une constitution transitoire à part, donc un régime exceptionnel. En quoi le Togo mérite ce régime exceptionnel-là? C'est-à-dire qu'ils ont amassé tout ce dont ils ont besoin pour être à l'aise. Ils ont écritonné d'écouter la dernière fois le ministre Bawara sur une chaîne, je ne sais pas si c'est ici, oui, où il parlait des Asiatiques et que nous devons avoir notre système propre, pourquoi on veut toujours suivre les gens. Donc, c'est le système propre qu'ils ont fait là. Et qu'il faut, quand ils appellent le dialogue, il faut maintenant qu'on s'asseye pour réfléchir à un système endogène. Moi, je crois que ce régime ne peut pas créer la roue là. Son origine, c'est la gouvernance africaine. Parce que, les grands royaumes africains, quand vous les prenez, etc., la démocratie n'est pas européenne, quand vous en cherchez l'origine. Elle est africaine, parce que dans notre système, dans les royaumes, il y a un roi, le roi c'est notable. Et au problème, on appelle le peuple qu'on rassemble quelque part, où on appelle l'abra-palabre. Et tout se fait démocratiquement. Lorsque le peuple se prononce sur l'abra-palabre, le chef, le roi, ne peut pas s'opposer à ce que le peuple dit. À défaut, si le peuple n'arrive pas à trancher, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, pas vie. Donc il désigne un certain nombre de notables, de conseillers, etc. Et généralement même le roi n'est pas dedans. Oui. Et ils vont quelque part. Et on prend un citoyen aussi. Et voilà, ils vont réfléchir. Et quand ils réfléchissent, ils finissent de réfléchir. Le roi vient et le roi demande qu'est-ce qui est sorti de votre réflexion. Et ce qui est sorti de la réflexion, on le propose au peuple. Et à partir de là, on prend une décision. Mais ce n'est pas la constitution, ils ramènent le parti État et puis ils nous disent qu'il faut inventer. C'est ça, c'est-à-dire que tous les juristes, les constitutionnalistes qu'ils ont au niveau du régime, qui mangent là-bas, c'est tous ceux qui savent inventer ça, ce monstre constitutionnel qu'on veut nous proposer, mais nous ne l'accepterons jamais. Oui, vous ne l'accepterez pas, mais est-ce que c'est le régime que vous récusez ou bien peut-être le régime parlementaire, vous le récusez ou carrément c'est la manière dont on a procédé pour adopter la nouvelle constitution? Ce que nous récusons, ce qui s'est passé, Joachim, a un terme en langage politique constitutionnel, c'est un renversement de république. C'est pour ça que nous l'appelons coup d'État. Ce qui s'est passé, c'est un renversement de république. C'est un renversement de régime. Il faut le dire de manière claire. Parce que vous ne pouvez pas passer d'une république à une autre sans que le peuple se prononce là. C'est le peuple qui crée la république. Vous imaginez qu'un homme puisse créer une république? Qu'un petit groupe de députés qui sont élus par le peuple et qui sont même en fin de mandat puissent créer une république? Non. Ils peuvent réviser la constitution. Mais à partir du moment où vous créez une nouvelle république, c'est le peuple qui crée la république. Si des gens, que conseillers soient-ils, même si on rassemble les 383 chefs cantons du Togo pour dire que c'est eux les parents des us et coutumes, et on les rassemble dans une salle quelque part, et ils proposent une nouvelle république qui ne passe pas par le référendum, c'est un coup d'État constitutionnel. Donc, ce que nous refusons, nous ne voulons même pas toucher le fond. Donc, on devrait normalement passer par voie référendaire. Nécessairement. Comment on crée une république, Joachim? Une république, ce n'est pas toi qui le crée parce que tu es le chef. Est-ce que c'est encore possible maintenant? Une république, c'est la chose publique. Est-ce que c'est encore possible maintenant? Oh, mais naturellement, pourquoi pas? Moi, je considère qu'à la date qu'on est aujourd'hui... Par quelle alchimie il peut à la date qu'on est aujourd'hui, c'est simple. Il faut engager des discussions. Je ne parle plus de dialogue. Parce que, compte tenu de ce qui s'est passé aussi, les Togolais ne sont plus réceptifs au dialogue. Quand vous voulez faire quelque chose, où les Togolais adhèrent, la paix revienne,
et que tout le monde est dans la réconciliation, il faut éviter ce qui a déjà constitué des cristallisations pour les Togolais. Donc, il faut des discussions. Si au niveau des discussions, on pose la question de savoir quelle est la meilleure république, avec tout ce que nous avons traversé, quelle est la meilleure république pour le Togo, nous allons en discuter. On suit la procédure. S'il faut mettre en place une commission constitutionnelle, on met en place une commission constitutionnelle et la commission constitutionnelle travaille et laisse le travail qu'il fait dans le débat. Et le débat s'anime. Et la commission constitutionnelle prend en compte ce que les gens disent jusqu'à avoir un texte. Et le texte passe au référendum. Même si le texte peut-être n'est pas bon, comporte des lacunes, à partir du moment où ça passe au référendum et le peuple l'adopte, c'est vous-même qui l'avez adopté. Ça s'impose à vous. Pourquoi on ne peut pas faire encore ce processus-là? Ce processus est possible. Moi, ce qu'il propose, c'est un monstre. Moi-même, personnellement, avec Maître Abouibo décédé, il y a des constitutions ou des modes de fonctionnement que nous aimions. Nous, ce que nous préférons, par exemple, c'est la constitution sud-africaine. Vous voyez la constitution sud-africaine. Et vous voyez Maître Abouibo donner l'exemple, par exemple, du Rwanda. Vous savez, la constitution sud-africaine, ce qui se passe au Rwanda et ce qui se passe en Allemagne ont ceci de secret que ça évite des crispations et la guerre. Parce que peut-être ces pays ont connu la guerre et ça essaie de rester dans la réconciliation. C'est pour ça qu'en Allemagne, vous voyez souvent ce qu'on appelle les grosses coalitions. Ça veut dire que les deux grandes entités opposées, arrivées à un moment où il n'y a pas de majorité claire, se regroupent ensemble pour gouverner le pays. L'Afrique du Sud... Et dans ce schéma se trouve Olaf Scholz actuellement? Non, Olaf Scholz, je crois qu'il a son propre gouvernement, sa propre coalition. Le gouvernement avant lui était dans cette constellation. L'Afrique du Sud a cette constitution que c'est un régime parlementaire, mais avec un président de la République. Parce qu'on ne connaît pas les régimes parlementaires avec président. On connaît les régimes parlementaires avec Premier ministre, avec chancelier ou président du Conseil. Chancelier, président du Conseil, c'est comme si c'est la même chose. Mais un régime parlementaire avec président de la République, on ne connaît pas. Et donc, c'est ce que l'Afrique du Sud pratique. Parce qu'ils n'ont pas voulu avoir deux têtes de l'exécutif. Même si un est inaugurateur de chrysanthème, c'est source de conflit. Ils ne savent pas comment ils vont gérer. Il y a des blancs et des noirs. Donc, ils ont décidé d'un régime parlementaire. Mais le président conduit une liste. Et c'est la liste qui a la majorité, qui va devant l'Assemblée, qui constitue devant le Congrès, qui constitue devant le Congrès une majorité. Et à partir de ce moment-là, on lui donne le droit d'être le président de la République, il compose son gouvernement et le Sénat, le Congrès valide le gouvernement. Si le Congrès ne valide pas le gouvernement, ça ne passe pas. Et il se fait même que celui qui a conduit la liste demeure parlementaire. Et quand on ouvre les sessions, c'est lui qui ouvre. Par exemple, je crois hier ou aujourd'hui, le président Ramaphosa va ouvrir la session du Parlement. Parce que lui-même, entre-temps, a été... Voilà le système parlementaire. Donc c'est un système parlementaire avec un président. Ils ont voulu qu'il y ait plusieurs... Est-ce que c'est ce que vous auriez souhaité pour le Togo? Il faut réfléchir. Nous n'allons pas aller sur un média pour imposer ce qu'il faut. Il faut discuter. Il faut que le jour où nous allons dire ça, nous sortions ça et que les gens disent les aléas qu'il y a dedans et que ça permette d'améliorer. Quand vous prenez le Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ce n'est pas un pays démocratique, hein, compte tenu du chef que c'est un chef de guerre qui est venu. Mais pourquoi est-ce que ça ne boue pas, ça n'explose pas? C'est qu'au Rwanda, aucun poste de l'exécutif, il n'est permis que celui qui a gagné la majorité s'arrache tous les postes. Allez relire la Constitution. Ça veut dire que vous avez gagné, même au niveau des mairies. Hein, quand vous gagnez une mairie là, vous ne pouvez pas prendre tous les postes de maire qui sont là-bas. Je crois que vous devez réserver un tiers. Dans le gouvernement, je crois même que c'est la moitié. Ça veut dire que vous gagnez, mais vous laissez la moitié à l'opposition. Quitte à lui d'en faire usage. C'est ce que l'Afrique du Sud avait fait dans la transition qui avait amené Mandela. Voilà, lorsqu'ils ont fait la COSATU, la Convention pour une Afrique du Sud démocratique. C'est ce qu'ils ont fait. Les partis qui sont là, comme ils voulaient faire une transition, ils avaient décidé que chaque parti qui a eu plus de 10% de l'électorat vienne dans le gouvernement au pourcentage qu'il a, quitte à lui-même de faire usage. Donc c'était en ce moment que les Mongols sous Boutselezi ont accepté de participer au gouvernement.
Mais il y avait les communistes qui ont refusé d'en faire usage. Donc, ils sont restés dans l'opposition. Il y a des schémas. Et ces schémas-là, ça résulte. Ce qu'ils pratiquent en Afrique du Sud, ce qu'ils pratiquent en Allemagne, ils le font parce qu'ils ont connu la guerre. C'est pour ça qu'ils font les grosses coalitions. Parce qu'il ne faut plus jamais que ça arrive en Allemagne, que un camp soit opposé à l'autre, etc., de manière exécrable, etc. C'est pour ça qu'ils gèrent comme ça. C'est l'histoire de l'Afrique du Sud aussi qui l'a conduit là-bas. Donc, si nous devons tirer des exemples, des problèmes nord-sud que nous avons ici, que les gens avaient instrumentalisés, et qu'il faut nécessairement aplanir, il faut trouver peut-être une constitution qui nous donne cette donnée, mais c'est ensemble. Tout en vous asseyant et discuter. Oui, c'est ensemble. Oui. Nous ne pouvons pas le faire contre le régime en place. Les élections législatives dernières, UNIR s'en est sorti haut les mains avec 108 députés sur 113. Et bien, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est UNIR qui a tout le bureau exécutif. Voilà des... On aurait pu réserver une place à l'opposition. Mais voilà des phénomènes. Le règlement intérieur de l'Assemblée dit qu'on compose tous les organes de l'Assemblée en respectant la configuration. Mais à partir du moment où il y a quelques élus de l'opposition, ça doit transparaître. Sinon, ce qui a été fait là, c'est comme s'il n'y a pas d'opposition. Mais de toutes les façons, tout ça là même là, moi, ça me fait chiche, quoi. Parce que même le bureau de l'Assemblée, moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, pour moi, le bureau est même pléthorique. Vous avez vu la France? La France a fait des élections. Plus de 500 députés. Et ils ont un président et 6 vice-présidents. Et nous avons ici 100 députés. C'est-à-dire que le 1/5 de la France, on a combien de vice-présidents? 5. Mais pour faire quoi? Et donc, chacun peut aller à la maison dormir et prendre l'argent du peuple. Mais tout ça, on a combien de caisseurs? Donc, le bureau, on aurait pu réduire le bureau. Il y a des institutions trop pléthoriques. Il y a l'argent pour le fonctionnement est trop majeur au Togo à ce qui est dépensé pour les investissements, à ce qui est dépensé pour développer. Vous créez, d'abord, on porte les députés de combien? De 91 à 113. Et ça, c'est des gens de l'opposition qui ont fait l'erreur en allant proposer, parce qu'ils sont des affidés du pouvoir, en allant proposer 117, qu'on porte ça à 113. Malheur à nous tous qui faisons ces genres d'erreurs. Mais pourquoi 113 députés? On a 113 députés. Après, il y aura combien? Plus de 60 sénateurs. Et ça aussi, ça va être de l'argent qu'on va dépenser. La loi organique ne l'a pas encore déterminé, le nombre de sénateurs. Oui, mais il va y avoir, tel que vous le voyez, il va y avoir plus de 60. Parce qu'apparemment, il va y avoir au moins un sénateur par préfecture. Il y en a combien? 39. Et le chef de l'État doit désigner le tiers. Quand vous prenez 40, sa moitié c'est 20. Plus, donc le minimum, c'est-à-dire un petit calcul mathématique dit, ça va aller au moins à 60. 60 et ça 61, aussi, voilà. Et ça aussi, ça va être encore payé. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle la navette, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale adopte une loi, ça va, le Sénat refuse, et ça revient, et ça perd du temps, et le pays n'évolue pas. Moi, je ne vois que le Sénat, si ça devait exister, pour moi, on doit baliser tout ce qui est conseil économique et social, tout ça, dans une seule chambre, qui est la chambre économique, sociale et des us et coutumes. Donc, c'est cette chambre-là même qui s'occupe de la reconnaissance des chefs cantons. Ça veut dire que un seul ministre ne peut pas s'asseoir dans son bureau et faire la reconnaissance du chef. Vous voyez tous les conflits qu'il y a, c'est au sein d'une assemblée qu'on fait la reconnaissance. C'est l'assemblée qui vote la reconnaissance. Alors voilà, ça on peut le confier à une chambre. Après une chambre de moralité, ça permet devant la chambre que les familles qui se discutent la chefferie aillent expliquer à la chambre. Et c'est la chambre qui vote. Lorsque le vote est fait, après les avoir écoutés. Donc, c'est les innovations qu'il faut dans le Togo. Mais on ne sait pas si... Et ça peut pacifier les populations dans les cantons, dans les villages et les milieux. Mais naturellement. Et ça va conformer au système. Nous avons trop de monstres politiques au Togo. On dit par exemple que les chefs de quartier doivent être désignés par les mairies. Voilà. Que les chefs de village doivent être désignés, je crois, par le ministre, mais par arrêté. Et que les chefs cantons doivent être désignés par... décret présidentiel. Par décret présidentiel. Voilà. Alors, quand on prend dans l'ordre, quand un maire va commencer à désigner les chefs quartiers, il y a des chefs quartiers qui sont importants, comme le Togo d'Agman, Adakpa, mais en tout cas, il y a des chefs quartiers là, Togo Agbala, etc. Quand les maires vont commencer par les désigner, il y a le conseil municipal. Lorsqu'on va étudier le dossier, il faut au moins que le conseil municipal soit saisi.
quand le conseil municipal, qui est composé de minimum 11 personnes, ou jusqu'à 23 personnes, va étudier le dossier là, quand il y a une anomalie parmi les 23 personnes, il y a une au moins qui va nous relever quelque chose qui n'est pas normal. Alors que le seul maire assis dans son bureau ne peut pas le faire. Oui. Il va préférer peut-être ceux qui sont venus un peu lui donner une enveloppe ou la famille duquel il est proche. Donc, sachant que le chef quartier doit être désigné au niveau municipal, il faut évoluer de cette façon. Est-ce que le chef de village va être désigné au niveau régional, donc le conseil régional, donc un organe délibérant. Et si maintenant le chef canton, si on a demain un conseil des us et coutumes, soit désigné par là, et le président ne fait que signer comme une promulgation ce qui vient de là. Ça veut dire que c'est un groupe qui dit, au sein duquel on parlemente, qui désigne. Mais tout ça là, est-ce que ce n'est pas important qu'on puisse en discuter et qu'il faut se lever derrière le peuple la nuit pour faire une constitution et venir l'imposer qui ne prend en compte aucun problème? Et voilà qu'on constate qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il existe aussi des membres du gouvernement qui est démissionnaire. C'est ça aussi un enjeu. Et c'est ça ce qui s'est passé en France hier. Je fais le parallèle parce que c'est ça qui permet d'expliquer. En France, hier, on a élu quelqu'un d'un parti qui a perdu les élections pour être président de l'Assemblée nationale. Alors, les ministres qui sont au gouvernement, qui sont démissionnaires et qui évacuent les affaires courantes, ont participé à cette élection-là. Il y en a 13. Oui, puis ils étaient voilà. Si les 13 n'ont pas voté, donc c'est le parti qui a remporté la majorité relative, le nouveau Front populaire, qui devait prendre la présidence de l'Assemblée. Aujourd'hui, je suis sûr que le groupe-là va faire une action devant le Conseil d'État ou devant la Cour constitutionnelle pour annuler le vote des 13 ministres. Ça va être encore un conflit constitutionnel qu'ils vont faire en France. Et ça, c'est des lacunes dans la Constitution que nous avons copiées. On continue la Constitution française et ça, c'est des lacunes. Il se pourrait même que la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour connaître de ce problème-là. Voilà un autre imbroglio qui se répercute chez nous ici. Voilà que chez nous aussi, des ministres sont électeurs, mais aussi membres de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont en même temps le national, ils sont vice-présidents, ils sont autre chose, et en même temps ils sont ministres en train d'évacuer les affaires courantes. Voilà, ça veut dire que lorsque aujourd'hui ils amènent un dossier devant l'Assemblée nationale, ils l'amènent en tant que ministre, et eux-mêmes sont en même temps députés, sont des collègues des députés. Comment les collègues des députés peuvent sanctionner? Donc c'est des choses qu'il faut clarifier. Oui, mais voilà. Puisqu'ils sont dans un schéma d'expédition de la gestion des affaires courantes. Mais ils sont ministres, ils expédient les affaires courantes, mais ils sont ministres. Mais on prend l'exemple à la base là. Est-ce qu'en tant que ministre, ils ont le droit de prendre un dossier et de l'amener? Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, au niveau de l'enseignement, de prendre le dossier du système éducatif? Oui, le dossier du système éducatif ou des résultats des élections et d'aller à l'Assemblée nationale demander une modification. S'ils y vont, supposons que ce jour-là, le ministre qui apporte le dossier, le président n'est pas là, le deuxième vice-président n'est pas là, le troisième vice-président, le deuxième vice-président n'est pas là. Lui-même, il est le troisième vice-président. Il fait quoi? Il est assis sur les bancs de l'Assemblée où il est assis au perchoir. C'est des anomalies qu'il faut quand même régler. Et c'est pour ça que cette constitution qui a été faite dans la précipitation, nous avons demandé, en fait, il fallait mettre bas de la terre. Et s'ils avaient envie d'évoluer de la constitution de 1992, qu'on discute ensemble. Oui, mais la dernière fois, nous avons eu à poser la question au ministre Gilbert Bahara, dans le schéma actuel, est-ce qu'on peut nommer un nouveau premier ministre avant que le délai transitoire ne finisse? La réponse a été très simple. On ne peut pas, parce que pour le moment, si on nomme maintenant un nouveau premier ministre, il ira faire la déclaration de politique publique devant le Parlement. Et quand le président du Conseil sera également nommé, il ira encore devant. Non. Voilà un peu la situation un peu compliquée. Oui, mais ce qu'il faut relever, c'est que le ministre, comment on l'appelle, Kanka Malik Nachamba, n'est pas d'accord avec le ministre Bahara. Il a été sur des antennes, je ne sais pas s'il est venu ici, pour dire que le président va nommer un premier ministre. Mais il est venu le dire. Et nous savions qu'il y avait même des aménagements et que les choses étaient presque cuites.
pour que on nomme un premier ministre. Les gens étaient même déjà en train de s'activer. Hein. Maintenant, nous avons des ministres là, ira devant l'Assemblée. C'est pour ça que je vous dis que ce qu'on nous a présenté est un monstre constitutionnel. Comment se fait-il que deux ministres d'un même gouvernement, l'un des pontes du régime, voilà, juriste de son État, et l'autre ministre, ancien ministre, secrétaire général du gouvernement, peuvent dire des choses, les choses contraires? Ça veut dire qu'il y a de graves anomalies dans le texte. C'est pour ça que nous l'appelons monstre constitutionnel. Selon le ministre Bara, on peut faire des réajustements au niveau quand même de l'exécutif pour que les deux postes qui ne sont pas, qui sont contradictoires, par exemple, quelqu'un qui est un parlementaire ou bien, disons, un député, ne peut pas également être l'exécutif. Oui. Alors là, il faudrait quand même qu'on change. Oui, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais il est venu dire qu'il faut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais M. Bara était le premier, lorsque les choses se sont passées, à venir dire que non, rapidement, il faut mettre le Sénat en place et puis le président du Conseil va être désigné. Mais on ne peut pas, selon lui, on ne peut pas désigner le président du Conseil si on n'a pas le Conseil régional, on n'a pas le Sénat en place avec toutes ces commissions sénatoriales et autres, pour que le Congrès ait lieu avant que la désignation ou les différentes désignations ne se passent. Oui, mais qu'est-ce qui les empêche de le faire? On marque là, c'est un député à l'Assemblée nationale, il est acteur politique. Ah oui, Monsieur Kissi, finalement, quel avenir aujourd'hui pour le pays, puisque la situation à l'Assemblée nationale, vous l'avez peinte tout à l'heure, et bien d'autres situations dans le pays. Quel avenir? Non, le Togo est dans de beaux draps. On est vraiment dans de beaux draps. Et la solution? Quand vous voyez un pays où les gens n'arrivent même plus à assurer l'électricité, il y a des coupures de courant, il y a des gens dans le noir, comment est-ce que la production va se faire? Comment est-ce que la croissance va se faire? Vous voyez, dans un pays où même à la base, on a voulu rendre un peu de pouvoir à la base. Et à la base, on n'arrive pas à gérer les problèmes. Vous voyez les problèmes de déchets dans le Golfe 5, là, du ramassage des ordures ménagères. Où je suis conseiller municipal. Où j'étais président de la commission de l'environnement. Que j'ai assuré pendant un an, un mois, et j'ai démissionné parce que je voyais les choses venir. Je voyais l'incapacité du bureau exécutif à gérer une commune. Nul, vraiment nul. Et c'est pour ça que j'ai démissionné depuis près de 2 ans. Oui, mais les prêts collecteurs étaient montés au créneau la semaine dernière au cours d'une conférence de presse et ils ont décrit la situation très très difficile à supporter. Mais incroyable. Mais comment est-ce qu'on peut... C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut être une mairie? On peut être un bureau exécutif. On peut être autant nul qu'on n'est même pas en mesure de gérer le ramassage des ordures. Quand j'ai démissionné, les gens croyaient que mais à l'ONU, mais les gens comprennent aujourd'hui. Il y a des rumeurs à la mairie. Quand je vais à la mairie, je ne parle même plus. Depuis que j'ai démissionné là, demandez aux gens. Je ne parle pas à la mairie. Je vais pour porter mon témoignage pour que les gens ne disent pas demain, on t'a élu et puis tu laisses le poste et tu ne vas plus. Mais je vous dis, je ne dis même pas I. Demandez à chacun des conseillers municipaux. Et sur tous les textes qui sont votés. Vous ne faites que suivre les débats, les échanges. Je ne dis même pas I. Mais vous bornez en vous. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous connaissez, vous ne prenez pas la parole. Mais comment? Nous avons gagné une majorité et ils l'ont acheté. Et c'est eux qui sont là. J'aurais bien aimé qu'ils arrivent à gérer. Ils n'arrivent pas à gérer. Et je suis étonné que souvent, quand on fait des délibérations, malgré cette situation-là, tout le monde lève le doigt pour faire la délibération. Vous verrez peut-être une voix abstention ou 2 voix abstention. Qui est la mienne. Moi, je vote toujours abstention. Même si les autres du jour, hein, parce que c'est une façon de marquer que je suis en discorde avec la façon dont ils gèrent la commune. Ils disent aujourd'hui qu'ils ont fait un peu de bénéfices. Gouverner, c'est ça. Vous ne payez pas les gens. Vous ne payez pas les opérateurs. Vous n'arrivez pas à ramasser les déchets. D'où les dossiers des inondations. Je vous dis, quand moi j'étais président de la commission, pendant 1 an, nous avons pris le dossier des inondations en main. Parce que le Golfe 1 et le Golfe 5 font partie des territoires où il y a des zones les plus inondables. Dans les zones de basse pression. Voilà. Donc, j'ai pris ce dossier-là. On l'a étudié avec le premier adjoint au maire. Avec notre propre argent, on va sur le terrain. La mairie ne nous a délégué aucun sou. On a fait un travail. On a fait un rapport avec des schémas. Lorsqu'on va à des réunions de schémas d'assainissement du Grand Lomé,
et qu'on présente du Golfe 5, mais les gens du ministère sont étonnés, ils disent mais le Golfe 5 est le seul à faire une étude, à faire des enquêtes sur le terrain et à proposer quelque chose. Et il le cite en exemple. Mais rien n'a été fait. Ils ont gardé l'argent dans la chambre pour dire qu'ils ont fait du bénéfice ou qu'ils ont une situation financière bien. Est-ce que gouverner, c'est thésauriser l'argent dans la chambre et ne rien réaliser alors que les populations sont dans l'eau? Mais c'est-à-dire que le Togo, mais c'est-à-dire, je regarde, mais c'est finalement l'enlèvement des ordures. La dernière fois, les précollecteurs estiment que on souhaite à la mairie que tous soient maintenant sous la coupole de l'association de la mairie. Ville propre pour tous. Pour tous. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que lorsque nous étions venus, il y avait des citoyens qui se sont offerts avec les moyens de bord et des tricycles pour ramasser les ordures dans le Golfe 5. Et c'est eux qui le faisaient, clopin. Il s'est fait qu'arrivé à un moment, on a voulu prendre un seul opérateur qui est tout le marché. Ça, c'est le désir du maire. Ok, c'est ses prérogatives. Mais quand vous prenez un seul opérateur, mais que deviennent les anciens opérateurs qui ont fait le travail à leur risque et péril et qui n'avaient pas gagné grand-chose parce que c'était aussi un sacrifice social? Comment vous les prenez? Il aurait fallu que si on sait gouverner, qu'on mette le dossier sur la table et qu'on l'étudie. Et qu'au moins les anciens collecteurs deviennent des sous-traitants de la grande société. Dans un certain nombre de pays où il y a des cas sociaux, ce qu'on fait, c'est que tu ne peux pas gagner un appel d'offres quand tu n'as pas beaucoup de sous-traitants. Le fait d'avoir beaucoup de sous-traitants est une condition aussi pour gagner l'appel d'offres. Mais il n'a rien fait de tout ça. Et dans le bureau exécutif, ils ont commencé par eux-mêmes par se quereller. Le premier n'est pas d'accord avec le maire n'est pas d'accord avec le premier, etc. Et ce dossier est dans l'ombre comme ça, jusqu'à ce qu'on ait des déchets et que les déchets restent devant les maisons et que des mouches pilulent devant les maisons. Ça amoncelle un peu partout dans le... Et on ne sait pas combien de maladies ça a pu déjà créer dans ce Lomé-là. Parce que les mouches ne restent pas que dans le Golfe 5. Quand on crée une situation dans le Golfe 5 qui crée des mouches, vous croyez que les mouches restent que dans le Golfe 5? Ils ont dénoncé la dernière fois que leur tricycle ou des tricycles qui clandestinement enlèvent quelques ordures ici et là, dès lors qu'on les arrête, ça fait 50 000, si c'est une voiturette ou quelque chose comme ça, ça fait 100 à partir de 100 jusqu'à 200 000 francs qu'ils payent à la mairie. En quoi ça règle le problème? Donc il faut appeler par le bâton, c'est ça? C'est ça qui règle le problème? Pour des gens qui pendant 3 ans ont fait le travail sans avoir même peut-être des cache-nez, sans avoir des protecteurs contre le truc là, sans avoir du lait pic dans le truc parce qu'ils n'ont pas grand chose, ils ont ramassé des déchets. C'est ça la solution que d'aller arrêter leur tricycle. Et vous, quelle solution préconisez-vous pour que tout revienne à la normale? Moi, je l'ai dit que pour moi, il devait avoir là une période transitoire où celui qui doit gagner le marché parmi les proposants doit être celui qui a enclenché, qui a engrangé beaucoup de sous-traitants des anciens dedans. Et par cet intermédiaire, la mairie n'est plus directement confrontée à des sous-traitants s'ils ont 1 ou 2 tricycles ou non. La mairie est confrontée à celui qui a gagné le marché et celui qui a gagné le marché est confronté aux sous-traitants. Voilà, on aurait pu prendre le problème comme ça. Mais je ne sais pas comment on y va de manière dictatoriale. Oui, mais monsieur Kissi, est-ce que vous ne percevez pas sur le visage de nombre de Togolais que les gens n'ont plus de sourire profond? Ah mais naturellement, les Togolais sont... C'est-à-dire que les Togolais sont dans la misère. Je ne sais même pas s'il y a un pays encore plus miséreux en Afrique que nous. Mais on est vraiment dans la misère. Et c'est ça que j'ai vu un expert la dernière fois qui disait, mais on a l'impression que le Togolais est la personne la plus résiliente au monde. Parce que dans la chose dans laquelle on est là, mais on n'est pas tous externués, qu'on vit encore, mais les gens se félicitent de l'état de résilience de l'homme togolais. Au moins nous arrivons quand même à déclarer ça va. Ce que la bouche dit au moins, ça va avoir quand même son effet sur nous. Ça va. Comment vous dites ça? Même si on est dans des problèmes, vous demandez à la comment allez-vous, il vous dira ça va. Ça va. Elle est alors comment vous dites? Ça va. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Mais au même moment, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le torchon brûle. Aujourd'hui, c'est juste un mur de glace entre les deux pays. Les relations se sont détériorées. Alors, monsieur Kissi, comment
la CEDEAO arrive jusqu'à ce niveau-là. Les pays de la CEDEAO, d'une même communauté, sont arrivés jusqu'à ce point. Moi, je crois que la CEDEAO va faire exploser la sous-région. Avant de continuer, il y a Pelé qui veut vous poser une question. Oui. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Kissi, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ah oui, monsieur Pelé. Ah, ok, bon, je pense que vous avez fait bien de démissionner à la mairie, mais pourtant vous participez. C'est comme ça, il faut les marquer à la culotte. Tout à l'heure, vous parlez de Commonwealth. Ils ont raconté l'opposition. Oui. Mais c'est comme ça aussi, toute l'opposition devait y aller pour les marquer. Pour une première fois, c'est le Commonwealth vient d'arriver au Togo. Il faudrait qu'on va là-bas pour demander et parler de ce qu'eux ils ont. Bon, la question pour moi, ils ont raconté aussi le CPC. Qu'est-ce que le CPC cherche dans la 5e République? Merci. Bien noté. Monsieur Gado? Monsieur Gado. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Honorable, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gado. Honorable, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la vérité. Des fois, j'ai honte, nos rues. Des fois, même la route est coupée en deux parce qu'il y a l'eau, on ne peut pas passer. À côté du camp seulement, même devant mettre le maire avocat même là. C'est pas possible. Ah oui, cette route-là. C'est ça. Moi, je vais même travailler bénévolement pour vous. Vous envoyez des vidéos photos gratuitement. Mais est-ce que nos dirigeants n'ont pas honte? Il faut aller toujours de l'autre côté, voir le Ghana, le Bénin, sur tous les rues. Si on dit que nous mourons petit tout là, c'est pas parce qu'on n'a pas le salaire. Mais en venant à la maison là, nous deux là, mais ceux qui sont dans la voiture souffrent. Du coup, moi je demande pourquoi ne pas nommer un président de conseil en attendant. Parce qu'ils vont m'enregistrer, ils attendent quoi? Merci, bonne journée. Un président des conseils. Alors, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Oui. Bonjour, honorable député Jean Kissi. Bonjour, Papa Sibiti. Oh, vous savez, quelquefois, moi je vous crie. Mais il ne faut pas que les gens partent pour qu'on donne raison à l'ennemi. Le maire, c'est notre fils. Moi je l'ai. Pourquoi? D'abord, excusez-moi. Mon directeur Joachim. Oui, Papa Sibiti. Vous voyez ce qui se passe dans vous-même. Pourquoi il faut approcher le maire avocat? Vous écoutez ce que M. Jacques venait de dire, le député honorable Basson. Même s'il est votre ennemi, ce qu'il a dit, c'est on ne peut pas supporter ça. Voyez les tas d'ordures devant la maison. Le maire avocat, il n'a qu'à tout faire pour conserver son manteau de maire pour qu'on puisse le féliciter. Le mettre les gars, un seul actionnaire ne peut pas fermer le gouvernement. Un seul opérateur ne peut pas réussir à enlever les ordures dans toute la commune. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Alors, vous l'avez écouté, Monsieur Kissi, Papa Sibiti. Il dit, le maire n'a qu'à tout faire pour au moins soulager les populations de sa commune en enlevant les ordures du moins. Et qu'on respire au mieux. Effectivement. Quand nous avons fait le travail, quand j'étais à la commission, on était allé jusqu'à rencontrer Papa Sibiti avec Monsieur Noublega parce que il y a un bassin derrière la maison d'Adebayor. Oui, à côté. On trouvait que c'était le pire des bassins parce que ça renfermait même des reptiles. Et si vous avez vu l'état du bassin là-bas derrière Adebayor, si vous avez été avec l'équipe, vous n'oserez même pas rentrer dans l'enceinte. Parce que c'est un bassin qui est clôturé partiellement, petit, avec c'est rempli de trucs là, etc. Et voilà, quand l'eau monte, l'eau peut même entraîner les reptiles dans les maisons des gens. Le jour là j'étais là, on a rencontré même Papa Sibiti là-bas. Seulement je ne me suis pas présenté comme je ne savais pas que j'étais venu. Et c'est le travail que nous avons fait. Et nous avons déclaré le dossier. Je ne suis pas ennemi du maire Aboka. Il a dit. Quand je vais à la réunion, on se salue avec sourire. Mais comment se fait-il que lorsque les gens font le sacrifice de faire des études et de déposer les études, que vous n'arrivez pas à les mettre en œuvre? Est-ce que le maire vous appelle par moment? Vous avez eu à faire un travail, Monsieur Kissi, aidez-moi à bien faire, à bien servir les populations. Non, mais je vous dis que même quand j'ai déposé ma démission, jusqu'à aujourd'hui, le maire ne m'a jamais appelé personnellement pour faire un entretien pour me dire, nous avons vu
que tu as fait. Il y a eu quelqu'un d'autre pendant 2 ans et demi. On t'a mis là pendant 1 an, tu as fait des études, vous avez déposé des dossiers. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui maintenant que tu démissionnes? Qu'est-ce que tu veux pour qu'ils puissent prendre en compte ce qu'on dit? Jamais, on ne sait pas. Oui, mais quand même, votre mairie était partie au Rwanda, au Bénin, un peu partout. C'est ce que je ne comprends pas. On a fait des missions et on est revenu. On nous a fait le compte rendu des missions. Mais pourquoi on ne met pas les choses en exécution? Je ne comprends pas. C'est comme s'ils ont les mains liées derrière le dos et qu'ils ne peuvent pas exécuter. Monsieur Gadou en a parlé tout à l'heure. Mais il y a un petit truc que je n'arrive pas à accepter. Et ça fait partie de l'un des sujets de ma démission. Les pavés. On n'en a pas beaucoup. Mais il y en a un peu dans le Golfe 5. Le pavé qui va de Donou jusqu'à Adebayo. Il fut un temps, pendant que j'étais là, le pavé a été dégradé à 3 endroits. Devant la pharmacie Nation, et au rond-point même Donou, et un peu au milieu, juste après Adebayo. Pendant longtemps, j'ai crié parce qu'il y avait des accidents. Quand le pavé est détruit, la nuit, tu ne peux pas savoir que c'est là-bas. Quand tu passes là-bas pour la première fois avec moto, tu ne peux pas savoir que le pavé est détruit. Et il suffit que tu accroches un pavé, que ta moto se renverse. Donc je trouvais que c'était un grave danger de la circulation. Et que au moins nous devons pouvoir dépenser de l'argent pour réparer les pavés. Quand on nous signale que le pavé est détruit quelque part, ça ne doit pas faire 72 heures avant que nous puissions aller le réparer. De manière même générale, il faut aller mettre les trucs de signalisation ronde pour qu'on sache qu'il y a un problème. Ça doit se faire dans le cas. Mais je vois tout ça, ça me cœur. Et je me pose la question, je dis, mais... Non, la mairie ne réagissait pas. Comment on est débattu? C'est resté pendant longtemps. Et je crois que après avoir crié, on est allé à des réunions à la préfecture. J'ai encore crié, c'est le TP qui est venu réparer en ce moment-là. Mais c'est encore détruit en 2 points. Notamment au rond-point qui va vers... au feu rouge qui va vers le président Assouma, père son âme. Et un peu avant Donou, c'est encore détruit. Et des semaines, on met encore la main au menton, on regarde. Je ne sais même pas si la commission est venue voir. Qu'est-ce que le CPC... Puisque mon poste est même demeuré vacant. Qu'est-ce que le CPC est parti chercher à la rencontre avec la diplomate du Commonwealth? Je ne sais pas. Tu sais que il m'est même difficile de prononcer le CPC. D'accord. Parce que on dit chez nous, je parle en langage exotérique maintenant. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement un machin de truc, de machin, de con, que je n'aime même pas le prononcer. Alors, monsieur Kissi, je vous avais posé tout à l'heure la question, vous disiez que la CEDEAO risque de s'exploser en interne, ou bien de dégrader sa propre situation. Oui, elle le fait déjà. Et ça, je l'ai dit depuis longtemps. Moi, j'ai prédit ça, et je croyais que c'était sur votre antenne, lorsqu'on était à la C14, que la CEDEAO était venue dans notre dossier, où Alpha Condé avait dit que la CEDEAO n'était pas un syndicat de chefs d'État. Oui. Mais au finish, on a vu qu'ils ont plombé l'opposition togolaise. C'est là où j'ai dit que, compte tenu de l'influence du Togo dans la sous-région, que vous le voulez ou non, les gens aiment le Togo, que compte tenu de l'influence du Togo dans la sous-région, que la CEDEAO va commencer par connaître son déclin à partir de la façon dont il a géré le problème togolais. Ça n'a pas raté. Aujourd'hui, il est en train de connaître son déclin. L'exemple, lors de l'investiture de Diomaye Faye au Sénégal, vous avez vu, on a présenté tous les présidents de la CEDEAO qui étaient là. Ils ont applaudi des pays comme le Niger, le Mali, même où les présidents n'étaient pas venus. Lorsqu'on a appelé les représentants, tout le pays a applaudi. On était devant les médias. Mais lorsqu'on appelle les autres pays de la CEDEAO, là, personne n'a le président, personne n'applaudit. Même le dernier a sauté. Ça, c'est le Sénégal. C'est au Sénégal que ça s'est passé. Qui n'est pas un pays de l'Ouest. Ça veut dire que les populations de l'Afrique de l'Ouest sont contre la CEDEAO. Et c'est cet anti-CEDEAO là qui réagit comme un anti-France-Afrique et vont plutôt vers les nouveaux leaders. Et malheureusement, on assiste aussi à de pareilles scènes au niveau du Parlement de la CEDEAO. On ne va pas en parler, mais monsieur Kissi, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission, mais Joe Biden a refusé de céder. Finalement, il dit qu'il ne sera plus candidat. Et Donald Trump, lui, il a dit ceci: le sang coulait partout et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais en sécurité parce que j'avais Dieu à mes côtés.
je ne suis pas censé d'être ici. Si votre technicien me donne juste 15 secondes sur ce sujet-là, je voudrais dire tout simplement, comment se fait-il que quand nous travaillons, nous sommes dans la fonction publique, etc., nous avons une date où nous sommes fatigués, nous allons à la retraite, et quand les gens sont aux plus hautes fonctions de l'État, c'est-à-dire que les fonctions les plus difficiles, ils n'acceptent pas d'aller à la retraite. Pourquoi on doit être président de la République jusqu'à 75 ans? Donc c'est comme si en fait là-bas on ne fait rien, quoi. C'est oui, mais il faut limiter en gros le mandat. Il faut une retraite à toute fonction exécutive, etc. Il faut une finalement retraite. sous la pression, il cède. Monsieur Kissi, merci à vous d'être passé chez M. Mandela. C'est moi qui vous remercie. Alors, mes invités, merci à vous également pour la coordination technique. Claudia Adjino, Amjoy, voilà, toute l'équipe derrière la baie vitrée. Moi, je suis Joachim Wettim. Je cède le micro maintenant, c'est sur la place. Donc, au journal avec NSI Nakobo et toute son équipe. Très bonne journée de vendredi à tous.